Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être venus nombreux encore à ce rendez-vous. On s'était pas vu depuis l'année dernière. Et là, on reprend donc un cycle de 5 conférences. La première aujourd'hui, quatre suivront. On me demande de vous donner une petite précision technique pour ceux qui voudraient poser des questions à la fin. Il ne faut pas cliquer sur chat en bas à droite. Désolé pour l'anglicisme, mais il n'y a pas trop le choix. Mais sur questions. Et à ce moment-là, vous pourrez poser des questions. Et bien sûr, à la fin, je me ferai une joie d'y répondre. Alors aujourd'hui, c'est l'Afghanistan. L'Afghanistan, tombeau des empires. Et pour commencer cette conférence, vous voyez la photo de cet homme habillé typiquement avec le costume traditionnel afghan, en tout cas le couvre-chef traditionnel afghan. Et vous voyez derrière une longue suite de montagnes. Et rien qu'en regardant ce paysage, cette géographie physique improbable, on comprend pourquoi il est très compliqué de se battre dans ce pays. Alors, tout commence par les cartes, vous le savez, et donc, surtout en géopolitique. Et donc, cette carte de l'Afghanistan qui se situe à peu près au milieu de ce que j'ai essayé de situer, c'est-à-dire l'Afghanistan entre, en quelque sorte, le Proche-Orient, l'Asie et au-dessus la Russie. C'est une façon d'appréhender l'Afghanistan qui est tout à fait nécessaire. Vous voyez tout de suite le problème de l'Afghanistan. Ce n'est pas le seul pays à avoir ce problème-là, mais c'est l'absence d'accès à la mer. Juste en dessous, il y a le Pakistan. On y reviendra tout à l'heure, mais on se dit qu'après tout, le dessin de l'Afghanistan, qui a été fait de façon finalement très artificielle, comme beaucoup de frontières, aurait pu descendre plus au sud avec un accès à la mer, d'autant plus que l'ethnie qui peuple le sud de l'Afghanistan et ce nord-ouest du Pakistan que vous voyez est exactement la même. Et donc, on aurait pu envisager un Afghanistan qui serait moins englué dans beaucoup de problèmes, s'il avait pu se développer au sud et bénéficier de cet accès à la mer qui aurait probablement remédié à une partie de la très grande pauvreté dans laquelle vit ce pays. En dehors du Pakistan, vous voyez donc l'Iran qui se situe à l'ouest, la grande puissance musulmane mais chiite, alors que l'Afghanistan est très majoritairement musulmane, d'ailleurs on peut le dire quasiment totalement musulmane, mais sunnite, comme son voisin le Pakistan. Ensuite, vous avez quelques pays d'Asie centrale, le Turkménistan, musulman sunnite, l'Ouzbékistan, musulman sunnite, le Tadjikistan et puis la Chine. On n'a pas forcément l'impression que la Chine est tout à fait limitrophe de l'Afghanistan, mais en réalité, vous voyez un tout petit appendice qui part plein est, et lui aussi complètement artificiel. C'était pour que la Chine ait une frontière commune avec l'Afghanistan, aussi ténue soit-elle. On y reviendra parce que ça a son importance. Donc, cette carte situe clairement l'Afghanistan au cœur de l'Asie centrale. Ce sont tous les pays en stan, stan voulant dire le lieu où l'on est. Donc le Pakistan, c'est le lieu où sont les Pakis, l'Afghanistan, c'est le lieu où sont les Afghans, le Turkménistan, c'est le lieu où sont les Turkmènes, etc. Parce que quelquefois on se pose la question, mais pourquoi ils se terminent tous en stan? Eh bien, c'est aussi simple que cela. Alors, on va commencer par le grand conquérant. C'est toujours un plaisir de revoir ces belles mosaïques et de se pencher un tout petit peu, très rapidement, parce que ce n'est pas tout à fait le sujet, mais sur Alexandre le Grand. Ceux qui ont lu la belle biographie de Benoît Méchain sur Alexandre se rappellent donc de cette expédition qui le porta avant d'aller jusqu'en Inde par l'Afghanistan. Il a traversé ça. Rudyard Kipling a écrit une nouvelle dont on a tiré un grand film d'ailleurs, L'homme qui voulut être roi. Il se situe au Kafiristan et on sent bien que là on est au cœur de l'Afghanistan. Alexandre a été jusque-là et alors ce qui est assez intéressant, c'est que autant beaucoup de conquérants n'ont pas laissé beaucoup de traces, autant Alexandre en a laissé beaucoup en Afghanistan et encore aujourd'hui dans l'imaginaire collectif afghan, Alexandre est très important et a contribué à façonner un mythe qui est encore dans toutes les mémoires collectives de l'Afghanistan. Alors, on va passer quelques siècles. Il y aura la conquête musulmane qui va évidemment bouleverser bien malheureusement l'ensemble de cette région. Désolé pour la légende en anglais,
mais c'est aussi curieux que ça puisse paraître, sur Internet, il est parfois très compliqué de trouver des bonnes cartes avec des légendes en français. Alors, comme j'ai pas encore trouvé le moyen de les traduire en français, eh ben, elles sont en anglais. Bon, vous m'en excuserez, mais c'est quand même relativement compréhensible. Et donc, vous avez cette première partie de la péninsule arabique qui a été conquise par Mahomet lui-même. Et puis ensuite, de plus en plus pâle, les conquêtes qui ont été faites ultérieurement. Vous savez que Mahomet meurt en 632. Et donc, après, vous avez ces cavaliers arabes qui vont conquérir eh bien, le Proche-Orient, avec la prise, hélas, de Jérusalem, puis de Damas, à l'ouest, l'Égypte, puis l'Afrique du Nord qui suivra, et puis à l'est, ce qui nous intéresse aujourd'hui, toute la partie perse, ce qui sera l'Iran. L'Iran ne résistera pas trop, elle sortait d'une guerre terrible avec l'Empire byzantin, elle était très affaiblie. C'est tombé à un moment malheureux, cette conquête arabe. Mais en échange de ne pas se faire envahir, les Iraniens, les Perses, ont accepté de se convertir à l'islam, mais leur souci d'indépendance fait que ce sera l'islam chiite, avec toutes les conséquences géopolitiques considérables que cela engendrera et leur opposition très forte à l'islam sunnite. Et puis juste après, toujours un peu plus à l'est, vous avez la future Afghanistan, qui sera donc conquis par les cavaliers arabes, mais un petit peu plus tard. Et il faut noter, c'est juste pour l'intérêt historique, mais ça montre déjà l'indépendance de ces peuples, le très grand mal que les Arabes ont eu à convertir les Afghans à l'islam. Ils sont restés très longtemps bouddhistes et pendant longtemps, ils ont absolument refusé. Et puis, razzia après razzia, persécution après persécution, menace après menace, ils ont fini progressivement par se convertir à l'islam massivement. Il n'y a quasiment aucun chrétien en Afghanistan et les quelques chrétiens qui s'y trouvent sont généralement venus de l'extérieur. Ce sont des Européens d'ailleurs pour la plupart. Il y a eu longtemps une présence de religieuses du père de Foucault qui sont restées là-bas dans un dénuement assez admirable. Elles n'avaient pas le droit de faire de prosélytisme, mais elles sont restées courageusement. Je ne suis pas sûr qu'il en reste encore aujourd'hui. Mais cette présence chrétienne donc, a été extrêmement faible. Et on peut dire que c'est un pays à 100% musulman. Mais donc, non sans mal, la tradition bouddhiste est restée importante pendant plusieurs siècles. Alors après cette conquête musulmane, nous avons eu la déferlante mongole. C'est là où on peut peut-être déjà commencer à répondre à cette question, tombeau des empires, finalement pas tant que ça. J'ai l'habitude de ne pas répondre tout à fait aux questions posées bien imprudemment dans ces conférences géopolitiques. Vous vous rappelez, la Chine, le 21e siècle sera-t-il chinois? Nul n'en sait rien. Et donc, on a des éléments, mais au fond, il est beaucoup trop tôt pour trancher. Par contre, l'Afghanistan, tombeau des empires, en réalité, non. Les Anglais s'y sont cassés les dents au moins une fois, les Soviétiques s'y sont cassés les dents, les Américains également. Mais pour autant, l'Afghanistan est un pays qui a été très souvent envahi et envahi avec succès. Donc, il faut mettre fin à cette légende. L'Afghanistan n'est pas par nature, malgré sa géographie physique extrêmement accidentée, n'est pas par nature un pays qu'il est impossible de conquérir. La déferlante mongole, donc, c'est celle qui commence avec Gengis Khan et puis ses successeurs, son fils et son petit-fils, qui iront jusqu'en Europe, qui iront ravager la Russie, créer même un État qui correspond à une partie de l'actuelle Ukraine dont on parlera et qu'on a appelé la Horde d'Or. Eh bien, ces Mongols, ça a été une déferlante, le mot n'est pas trop fort, terrible. Alors, il faut juste masquer un tout petit peu de légende sur le sujet. Les hordes mongoles n'étaient pas innombrables, comme on le lit quelquefois. C'était finalement un nombre de guerriers relativement limité. Très nombreux, mais en aucun cas, c'était innombrable et en aucun cas, c'est l'afflux de guerriers qui leur a permis de l'emporter. Curieusement, pour des gens qui étaient totalement illettrés, ils avaient une intelligence tactique tout à fait exceptionnelle. Et en même temps, ils savaient parfaitement user de la guerre psychologique, savaient parfaitement expliquer, comme Alexandre d'ailleurs l'avait fait avant, si vous résistez, eh bien, on vous tuera tous jusqu'au dernier. Si vous vous rendez, on va discuter et vous serez bien traités.
Et contrairement à beaucoup de conquêtes musulmanes où cette promesse n'était jamais tenue et où les défenseurs chrétiens d'une forteresse qui se rendaient en promesse de la vie sauve étaient tous massacrés jusqu'au dernier, eh bien les Mongols ont toujours tenu parole. Et ils ont toujours, une fois qu'une forteresse ou une ville se rendait avec sans combattre et avec la promesse d'avoir la vie sauve, eh bien c'était tenu et la ville n'était pas ravagée. Par contre, lorsqu'ils résistaient, c'était terrible et ça n'est pas exagéré que de dire que la déferlante mongole a été synonyme de destruction comme peut-être aucun envahisseur dans l'histoire. Certains historiens pensent que l'invasion, notamment de la Perse, par les Mongols, l'a fait reculer irrémédiablement et que tout le patient travail qu'on peut voir dans les Mille et une nuits et avant, tout le patient travail d'approvisionnement en eau, de création d'oasis, d'arbres, de forêts même à certains endroits, pour empêcher le désert d'avancer, ont été irrémédiablement détruits par les hordes mongoles qui n'ont laissé pas pierre sur pierre, pas arbre sur arbre. Ils étaient capables de scier tous les arbres un par un jusqu'au dernier pour apprendre à un pays ou à une ville d'avoir résisté. Et ces mêmes historiens pensent que jamais, jamais la Perse n'a retrouvé le niveau florissant qu'elle avait avant la déferlante mongole, c'est vous dire. Eh bien, la déferlante mongole a évidemment submergé l'Afghanistan, qui n'était pas encore l'Afghanistan, mais qui a été occupé pendant ensuite fort longtemps, jusqu'au retrait des Mongols, après la mort de Gengis Khan, après surtout la mort de son fils et le petit-fils qui guerroyait à ce moment-là en Russie, qui comptait bien s'approcher de l'Italie et même de la France, a dû revenir dans ces steppes d'Asie centrale d'où il venait pour essayer de garder son pouvoir. Alors à cet empire mongol a succédé l'empire moghol. Ça n'est pas tout à fait la même chose, même si ce sont des descendants en réalité. Le premier grand empereur moghol, c'est le fameux Babour. Et Babour, au XVIe siècle, vous voyez la légende que je vous ai laissée, parce qu'on n'a pas forcément en tête qu'au XVIe siècle, il y a eu un grand empire qui se tenait à cheval sur l'Inde, sur l'Afghanistan actuel, et qui était dirigé par ses descendants des Mongols, mais aussi de Turkmènes. D'ailleurs, les Mongols étaient un peu turkmènes également. Et donc, Babour et tous ses successeurs, et ça durera jusqu'au XIXe siècle, Babour et tous ses successeurs seront des turco-mongols. Et on l'a appelé l'Empire moghol. Il va durer jusqu'au XIXe, il va se replier sur l'Inde au fil du temps, et il laissera de côté l'Afghanistan, mais il l'a dominé pendant fort longtemps, et son fondateur, Babour, qui a pris Kaboul, et était tombé amoureux de cette ville, qui était fort belle à l'époque, je crains que ça n'ait beaucoup changé, et il est d'ailleurs enterré à Kaboul et miraculeusement, tout au long des siècles et des guerres multiples qui ont ravagé Kaboul, eh bien, le tombeau de Babour est, paraît-il, je n'ai jamais été à Kaboul, je crois que c'est un peu compliqué d'y aller, eh bien, paraît-il, le tombeau de Babour est une des jolies choses qui restent à voir dans Kaboul. Et donc, on dit également que Babour fut un envahisseur heureux de l'Afghanistan. Il n'y a pas eu que des envahisseurs malheureux. Et Kaboul était sa ville préférée. Et il considérait que le pays afghan était un pays merveilleux. Et à côté de, quand vous prenez la flèche en partant de Kaboul et que vous descendez vers Delhi, puis Agra, Agra c'était la capitale de cet empire mongol, puis Delhi qui était une ville magnifique. Et au XIXe siècle, il y aura la fameuse révolte des Sipahs. L'Inde est encore une colonie anglaise à ce moment-là. Et cette grande révolte de Sipahs sera noyée dans le sang par les Anglais qui tueront 200 000 personnes à Delhi et qui ravageront totalement cette ville qui est devenue depuis hideuse alors qu'elle était absolument magnifique. Donc cet empire moghol a duré jusqu'au 19e siècle et il a dominé cet Afghanistan qu'on n'appelait pas encore l'Afghanistan, qui n'existait pas vraiment. À côté de l'Afghanistan, de la future Afghanistan, il y a les Indes. L'Inde française, l'Inde anglaise. Et comme d'habitude, Français et Anglais ont mené l'un contre l'autre une guerre très rude. Et vous vous rappelez sans doute des exploits de Duplex. Il y avait Montcalm au Canada et Duplex aux Indes, qui essaiera jusqu'au bout de lutter contre les Anglais, mais insuffisamment ravitaillé, avec une flotte bien inférieure à la flotte anglaise.
finalement, par le traité de Paris à la fin du XVIIIe, en 1763, je vous dis ça de mémoire, eh bien, les Français devront quitter l'Inde, ils garderont juste ces 5 comptoirs que nous avons appris par cœur à l'époque, à une époque où il y avait l'école, Chandernagore, Yanaan, Pondichéry, Carical et Mahé, tout ça, Fleurobon, les vieilles colonies. Mais les Français ont été chassés des Indes. Pour les Anglais, c'était absolument vital. Et ça va expliquer ensuite leur opposition à l'arrivée de la Russie en Afghanistan. C'est que pour les Anglais, le commerce en passant par les Indes est tout à fait essentiel. Il y a d'abord toutes les épices, puis après il y a les relais qui viendront avec les comptoirs chinois. Et donc, tout au long des siècles, la route des Indes pour les Anglais était une priorité absolue. C'est pour ça qu'il n'était pas question que les Français restent dans les parages et que les Anglais ont mené une guerre impitoyable contre la présence française, qui donc a été chassée entre 1741 et 1754. Alors c'est un petit peu après que naît la véritable Afghanistan, tout au moins son ancêtre, avec les Durrani, la dynastie des Durrani. Eux ne sont pas turco-mongols. Pour la première fois, on voit apparaître une autre ethnie, qui sont ceux qui sont au sud de l'Afghanistan, au nord du Pakistan, les Baloutches, qui donneront lieu à un moment donné à un pays qu'on appellera le Baloutchistan. Et aujourd'hui, le Baloutchistan est à cheval sur le Pakistan et l'Afghanistan. Et donc, ces Baloutches vont créer cette nouvelle dynastie des Durrani, qui va apparaître surtout avec le premier d'entre eux, qui va régner de 1747 à 1772. Et c'est là que l'Afghanistan commence à naître en tant que tel, indépendamment des Perses et indépendamment des Mongols, des Turkmènes et donc des Turco-Mongols. Et les deux derniers ne régneront pas vraiment. Les Anglais ont déjà mis un terme à tout ça, mais les deux premiers que vous avez là sous les yeux, Ahmad Shah Durrani et Timur Shah Durrani, seront deux califes en quelque sorte. On ne les appelait pas des califes, mais de Khan, K-H-A-N, ou des chats, comme on veut. Eh bien, ces Khans ou ces chats régneront sur cette future Afghanistan avec relativement de sagesse. Bon, c'était quand même relativement des tyrannies, mais ce ne sera pas exempt d'une certaine profondeur en politique, en organisation du pays. Et déjà, ils comprendront ce que les futurs envahisseurs n'ont pas compris, à savoir que l'Afghanistan ne se gouverne pas comme les autres. Il n'y a pas un pouvoir centralisé à Kaboul qui décide et qui envoie des messages dans tous les coins de l'Afghanistan pour expliquer quelles sont les consignes à appliquer. Déjà, on est rentré dans la subtilité afghane, où ceux qui décident, eh bien, ce ne sont pas forcément ceux qu'on voit. Ce sont les maires des petits villages dans les vallées, ce sont les imams des mosquées dans ces mêmes vallées, ce sont des clans aux contours parfois imprécis, ce sont des familles, ce sont des trafiquants, des commerçants, des gens honnêtes, des gens malhonnêtes. C'est d'une extraordinaire complexité et avec une très grande décentralisation. Et donc, les Durrani avaient parfaitement compris comment unifier à peu près tout ça, mais avec beaucoup de liberté. Avec beaucoup de liberté, beaucoup d'autonomie, beaucoup d'initiatives possibles de la part de toutes ces vallées. C'est ce que plus tard, les Anglais, les Soviétiques, les Américains ne comprendront pas. Et c'est pour ça qu'ils perdront au final. Alors commence ensuite, après les Durrani qui vont être annihilés par les Anglais, commence le grand jeu. Qu'est-ce que c'est le grand jeu? C'est une vieille expression géopolitique, on l'emploie encore aujourd'hui quand les Américains et les Russes se lancent dans des grandes manœuvres diplomatiques ou quand les Américains décident de s'opposer à l'expansion de la Chine, l'ascension de la Chine. Eh bien, ce grand jeu, cette expression a été inventée au 19e par un Anglais qui s'appelait Connolly et qui était l'envoyé de la couronne anglaise dans ce qui sera l'Afghanistan, dont les contours commencent à se dessiner. C'est d'ailleurs à ce moment-là que les contours véritables de l'Afghanistan actuel vont être réalisés. Et ce grand jeu, c'est quoi? C'est l'opposition entre l'Empire britannique et la Russie. La Russie connaît une expansion, organise une expansion vers le sud permanente. Pas seulement vers le sud, c'est le moment aussi où elle conquiert une partie de la Sibérie. Et c'est le moment aussi où elle essaye de s'étendre à l'ouest, de repousser les Suédois et les Baltes au nord. Il y a tout un jeu, la politique d'expansion de l'Empire russe, extraordinairement vaste. Mais évidemment, très attiré par le sud, l'Empire russe met progressivement la main sur les pays du Caucase, les fameux stans dont je vous parlais tout à l'heure.
non sans mal, bien des moments. C'est le moment où il y aura des grandes guerres contre les Kazakhs, contre les Ouzbeks, contre les Tchétchènes également, dont on reparlera en d'autres circonstances, vous le savez. Mais il y a aussi l'accès aux mers chaudes, aux mers du Sud. Et là, l'accès aux mers du Sud passe non pas par l'Empire perse, qui est vraiment très compliqué à envahir, mais l'Afghanistan, qui n'est pas encore vraiment un pays. Cette dynastie des Dourani s'est un petit peu éteinte, et donc l'Afghanistan est finalement à ce moment-là organisé, géré par des petits chefs sous un contrôle anglais qui est sur le plan politique relativement lâche parce que c'est essentiellement une protection géopolitique pour les Indes que cherchent à ce moment-là les Anglais. Donc les Russes essayent de s'étendre vers le sud et rencontrent les Anglais. Alors ils se battront jamais complètement directement. Vous n'aurez jamais de grande bataille entre une armée russe et une armée anglaise. Ils étaient bien trop prudents pour ça. Mais ils se battront soit par armée interposée, soit le plus souvent ce sont des manœuvres diplomatiques. Et vous aurez des envoyés russes à Kaboul auprès du calife de Kaboul du moment ou dans d'autres villes d'Afghanistan. Alors les Anglais riposteront en envoyant également des plénipotentiaires et puis des agents secrets. Ça pullule d'officiers anglais qui sont des sortes d'agents secrets et c'est le moment où ce fameux Connolly, le pauvre, il finira décapité sur la place de Kaboul. Eh bien, c'est le moment où ce fameux Connolly invente cette expression du grand jeu qui fera fortune en géopolitique. Alors, les Anglais finissent par s'agacer de cette présence russe qu'ils trouvent excessive. Et donc, un jour, une fois qu'ils ont appris par leurs espions qu'un important ministre russe avait été reçu très chaleureusement dans le palais de Kaboul, ils décident d'envoyer un corps expéditionnaire à Kaboul pour mettre fin à cette influence russe qui n'est pas acceptable. Déjà, les Russes ont conquis une partie du Caucase, la quasi-totalité à ce moment-là, et entretiennent d'excellentes relations avec les Perses. Ça fait beaucoup, c'est trop. C'est trop et il n'est pas acceptable que l'Afghanistan passe sous orbite russe, parce qu'à ce moment-là, non seulement les mers chaudes au sud sont grandes ouvertes, mais en plus, les Indes sont menacées. Et ça, pour l'Empire britannique, c'est inacceptable. Alors, ils envoient un grand corps expéditionnaire à Kaboul, qui prend Kaboul sans trop de difficultés. Et c'est là que le désastre va se produire à la suite de cette occupation de Kaboul. Au pire moment, à l'automne, ils doivent évacuer Kaboul parce qu'ils sont menacés par une révolte afghane et ils considèrent à ce moment-là qu'ils ne sont pas assez nombreux et ils vont commettre cette grande erreur stratégique de se retirer de Kaboul et de partir pour un long périple en plein hiver pour rapatrier les Indes. Ils partent à 15 000, ils quittent Kaboul à 15 000 avec les hommes, les femmes, les enfants. Ça va être terrible et il va y avoir la grande défaite de Gandamak parce que tout au long du trajet, c'est un trajet fou dans des montagnes absolument gelées, impossible de résister à la moindre embuscade. Et donc il y a eu des embuscades sans arrêt. À peu près tous les Anglais sont morts. Et il y a le dernier carré de Gandamak et les Anglais, un Anglais dont le nom m'échappe, a peint ce tableau-là, qui a fait le tour de l'Angleterre. Il était artistiquement assez discutable, disent les spécialistes, mais peu importe, il est saisissant, il est très parlant, et on voit en quelque sorte les dernières cartouches, pour ceux à qui ce tableau dit quelque chose, au commandement de la guerre de 70, ce sont les dernières cartouches tirées par les derniers soldats anglais, et c'est le désastre de Gandamak, et c'est ça qui va marquer les esprits, et c'est ça qui va donner cours à cette légende de tombeau des empires. Et le deuxième tableau, encore plus célèbre, la légende dit, on n'a jamais su si c'était vrai ou pas, qu'il y a eu un seul survivant à ces 15 000 Anglais, Anglaises, hommes, femmes, enfants qui ont quitté Kaboul dans cet hiver terrible, et il y en a un seul qui est arrivé à bon port. Ce sont les vestiges d'une armée, et là aussi c'est un tableau que l'on peut voir à Londres. Et ces deux tableaux ont traumatisé l'Angleterre. Je me suis dit, mais l'Afghanistan, est-ce bien nécessaire? Oui, la royauté, la couronne anglaise et les ministres anglais tenaient absolument à conserver les Indes et donc il fallait garder un œil sur l'Afghanistan. Alors, c'est le moment où, progressivement, les Anglais vont reprendre la main, mais plus prudemment. Ils ne vont pas envoyer un corps expéditionnaire brutal tout de suite, ils vont envoyer des plénipotentiaires
pour essayer de discuter avec Kaboul, qui n'est pas encore centralisé, ça reste des chefs locaux, mais ils vont envoyer des plénipotentiaires, et notamment le fameux Durand. Il a un nom français, mais il était bien anglais, et c'est lui qui va tracer ce que vous voyez là, la frontière sud de l'Afghanistan. Alors ça, c'est terrible comme frontière. C'est complètement artificiel, comme je vous le disais en introduction. Derrière, au sud, il va y avoir le Pakistan, qui lui va bénéficier d'un immense aspect à la mer. Ça ne coûtait pas cher de donner un aspect à la mer à l'Afghanistan sur un plan stratégique. C'était vraiment, en plus, c'était pas gênant pour les Anglais à ce moment-là. Au contraire, ils auraient pu installer un ou deux ports au sud de l'Afghanistan, ce qui leur aurait permis de mieux contrôler. Mais Durand était obstiné, il voulait couper en deux pour des raisons géopolitiques, à mon avis, erronées, c'est-à-dire couper en deux ce pays baloutche dont il ne voulait pas un jour que cela devienne un pays. Et donc, vous avez les Baloutches du sud de l'Afghanistan, les Baloutches du nord du Pakistan qui sont coupés en deux. Et d'ailleurs, au cours de toute la guerre qui va suivre avec les talibans et autres, eh bien, ce sera une frontière complètement poreuse. C'est le même peuple, donc ça n'a aucun sens. Et donc, cette ligne Durand, comme beaucoup de lignes de frontières, vous pensez à la ligne Sykes-Picot entre la Syrie et l'Irak, eh bien, n'avait aucun sens. Et vous la voyez se prolonger, et c'est là où on va retrouver notre petit appendice avec la Chine. Vous la voyez se prolonger là. Il fallait donner un petit accès à la Chine. Pour mémoire, cette région chinoise, c'est celle des Ouïghours, c'est le Xinjiang, c'est là où il y a tous les musulmans chinois. Donc autant vous dire que l'armée chinoise est extrêmement vigilante, non seulement parce qu'il y a la frontière afghane, elle est minuscule, à peine quelques kilomètres, et ce pays des Ouïghours qui se trouve à cet endroit-là. Et donc ce petit appendice permettait aux Anglais et aux Russes, parce que tout ça a été fait après de nombreuses discussions avec les Russes, en tout cas pour la partie nord et pour la partie est, à défaut de la partie sud, eh bien, de donner un corridor, en quelque sorte, à la Chine, afin qu'elle ait son mot à dire, et peut-être, quelquefois, c'était un peu l'idée de Durand et des plénipotentiaires russes, de se dire, au fond, la Chine peut, à un moment donné, donner son avis et nous départager. Et donc, vous avez cette carte improbable avec ce petit appendice, on y reviendra tout à l'heure. 1878, deuxième invasion anglaise. Cette fois, les Anglais seront beaucoup plus prudents. D'abord, ils enverront moins d'Anglais, davantage d'Indiens. Ça, c'était la façon de mener les guerres coloniales. Et puis surtout, ils y mettront plus d'hommes, plus de moyens, et ils seront beaucoup plus prudents. Et donc, cette deuxième invasion anglaise sera un succès. Ils considéraient que Kaboul, une fois de plus, se rapprochait trop des Anglais, des Russes, et donc il fallait mettre un terme à cela. Cette deuxième invasion réussit et un traité est signé à Gandamak, à l'endroit du désastre vu tout à l'heure, qui avait eu lieu 30 ans avant, et c'était une façon évidemment de prendre une revanche. Les souverains adorent ce genre de revanche. Rappelez-vous du wagon de rotonde d'Hitler en 1940. Donc cette deuxième invasion réussit et nous avons à ce moment-là une Afghanistan qui commence à se dessiner selon les frontières actuelles. Et donc, c'est un pays de montagne, un grand désert au sud, et finalement, ce petit appendice absolument invraisemblable que vous avez tout à fait à l'est et qui permet à la Chine de garder un œil sur l'Afghanistan, on y reviendra tout à l'heure dans le retrait américain auquel on a tous assisté l'été dernier. Donc, c'est avant tout un pays de montagne, et un pays donc extrêmement difficile à gouverner. C'est pour ça que je vous disais qu'il ne peut pas être trop centralisé, et puis difficile aussi pour lui, surtout en raison de cette absence d'accès à la mer, difficile pour lui de connaître un véritable développement économique. Alors maintenant, important, on doit se pencher sur les différentes ethnies afghanes. Je vous ai parlé des Baloutches tout à l'heure, c'est tout à fait au sud, mais ils jouent un rôle mineur. Ils auraient pu jouer un rôle beaucoup plus important, mais c'est finalement au Pakistan qu'ils le jouent. La grande ethnie aujourd'hui de l'Afghanistan, ce sont les Pashtuns. Ce sont eux qui règnent sur l'Afghanistan. Les talibans actuels sont des Pashtuns. Ils représentent à peu près 40% de la population. Les 30% restants, les 30% suivants, pardon, sont des Tadjiks, du Tadjikistan, qui est juste à côté. Et donc, les Tadjiks, eux, sont les ennemis des Pashtuns. Vous vous rappelez du fameux commandant Massoud, celui qui sera assassiné juste avant le 11 septembre. Eh bien, c'est un Tadjik, donc très opposé aux Pashtuns. Il faut absolument avoir parfaitement en tête ces ethnies, parce que
comme tous les pays d'Asie centrale, la notion ethnique joue énormément. Et donc, vous avez les Pashtuns, les Tadjiks, ils ont ceci en commun que ce sont des musulmans sunnites, mais tout de même, il y a une opposition ethnique très forte. Et sinon, vous avez les autres ethnies. Vous avez des Turkmènes et des Ouzbeks. Forcément, ce sont des pays limitrophes. Très peu d'Iraniens, très peu de Pakistanais en dehors de ce qu'on appelle les Baloutches. Mais par contre, il faut dire un mot des Hazaras. Les Hazaras, c'est la minorité chiite d'Afghanistan. Ils représentent environ 10% de la population. Et ça, c'est très important parce qu'ils sont régulièrement persécutés par les Pashtuns, forcément. Les sunnites majoritaires persécutent toujours des chiites minoritaires et inversement d'ailleurs. Et alors, ces Hazaras afghans vont être en quelque sorte couvés par le voisin iranien. Vous avez de très nombreux réfugiés Hazaras en Iran, trop persécutés par les sunnites afghans. Et vous aurez même, figurez-vous, au moment de la guerre en Syrie, et encore maintenant, quand on parle de milices iraniennes qui sont venues aider Bachar el-Assad, eh bien, parmi eux, vous avez de nombreux Afghans, des Afghans de cette minorité Hazara. Et donc, c'est assez intéressant à souligner cette minorité chiite qui, malgré tout, survit. 10%, ça n'est quand même pas rien. Et elle se fait parfois persécuter dans des conditions effroyables. Alors, les talibans se contentent de les fusiller de temps en temps ou de réprimer durement une manifestation, mais le Daesh qui existe en Afghanistan, il y a un petit Daesh minoritaire en Afghanistan qui aimerait bien damer le pion aux talibans, mais l'affaire est loin d'être faite, ils sont quand même pas suffisamment nombreux pour ça. Eh bien, les quelques attentats épouvantables qu'il y a eu contre les Hazaras ont été le fait de Daesh, qui a une haine particulière des chiites, et peut-être vous vous rappelez de ce fait divers qui avait plongé le monde dans l'horreur, c'est-à-dire qu'un jour, ils avaient envahi un hôpital dans le quartier Hazara et la maternité, ils ont exécuté les nourrissons les uns après les autres, dans une condition d'ailleurs affreuse. Ils les ont exterminés les uns après les autres pour bien montrer, vous les Hazaras, on vous tuera jusqu'au dernier, vous êtes des chiites et vous ne méritez que la mort. Cette particularité du sunnisme islamiste, c'est de haïr encore plus leurs coreligionnaires considérés comme hérétiques, comme des alaouites syriens ou des chiites perses ou afghans, encore plus que les chrétiens. Ça peut paraître paradoxal, alors le chrétien qui tombe au main de Daesh se fait quand même égorger, je vous rassure, mais l'obsession de Daesh est vraiment l'extermination complète des chiites. Alors ces 10% de chiites en Afghanistan jouent un rôle important dans une agitation permanente. Alors on va sauter un tout petit peu et rentrer maintenant de plein pied dans ce XXe siècle où il y aura eu une troisième invasion anglaise qui se terminera à la fin de la Première Guerre mondiale et en 1919, grosso modo, on peut considérer que c'est à peu près la date, en 1919, on peut considérer que l'Afghanistan a conquis sa souveraineté. Et elle va s'engager très vite dans un régime monarchiste. Le régime monarchiste sera symbolisé par un roi qui sera extrêmement populaire, qui s'appelait le roi Zahir Shah. Vous voyez, c'est les dates, 1933-1973. Il va régner pendant 40 ans. Et ça aura été un bon roi, assez occidentalisé, peut-être trop aux yeux des tribus traditionnelles afghanes. La réception de Kennedy, notamment en grande pompe à Kaboul, aura été assez peu appréciée par les milieux ruraux musulmans très, très islamisés. C'est l'époque où ce roi Zahir Shah essaye d'empêcher les mariages forcés des jeunes filles, essaye d'empêcher qu'elles soient mariées de force dès 10 ou 12 ans, essaye de faire en sorte qu'au moins dans les rues de Kaboul, le voile ne soit pas obligatoire. Et d'ailleurs, il y a des photos des années 70 assez saisissantes où on voit des jeunes Afghanes sortant de l'université, parce qu'elles pouvaient y accéder librement. Le roi Zahir Shah avait libéralisé tout cela, et on les voit cheveux au vent et souriant, se promenant dans les rues de Kaboul. C'est un autre monde. Et donc, ce roi Zahir Shah a régné peut-être trop longtemps, 40 ans, donc il s'est affaibli, il a vieilli, ses services étaient moins vigilants, et en 1973, il a subi un coup d'État. Le coup d'État de Mohamed Daoud, qui était pourtant un membre de la famille régnante. Mohamed Daoud était un de ses cousins
Et en 1973, il fait un coup d'État et il abolit la monarchie. Pour un cousin, c'est vraiment pas chic. Il le paiera cher parce que 5 ans après, il sera lui-même victime d'un coup d'État communiste et sera assassiné au cours de ce coup d'État communiste. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Mohamed Daoud trouvait que l'alliance pro-occidentale était trop forte de la part du roi précédent. Poussé par les soviétiques qui voulaient mettre la main sur l'Afghanistan, c'est le grand jeu en quelque sorte qui revenait, sauf que là ce ne sont plus les Anglais en face, mais surtout les Américains, eh bien Mohamed Daoud, poussé par les soviétiques, voulait changer en quelque sorte la diplomatie afghane. Donc il fait un coup d'État, le roi, très populaire, n'est pas molesté, il est exilé. Il reviendra d'ailleurs quelques années après, mais ne cherchera pas à reconquérir sa couronne. Et donc, Mohamed Daoud commence à se rapprocher des soviétiques, puis il prend ses distances. Et finalement, il réoriente un petit peu ses alliances, non pas tellement de façon occidentale, mais curieusement vers le Pakistan. Alors ça, ce sera mal pris par les soviétiques, puisque les Pakistans sont quand même alliés des États-Unis. Donc même s'il n'avait pas l'air de se rapprocher des Américains, les soviétiques étaient absolument convaincus que le Pakistan, bien que très très islamiste, était allié des États-Unis. Vous savez que les États-Unis adorent s'allier avec des pays super islamistes. Eh bien, le Pakistan étant un allié indéfectible des États-Unis, enfin indéfectible, soyons mesurés, était en tout cas un allié géopolitique des États-Unis, eh bien, il n'était pas acceptable que Mohamed Daoud change ainsi les règles du jeu. Et en 1978, les Soviétiques organisent un coup d'État. Mohamed Daoud est assassiné par Amin, qui sera le nouveau dictateur communiste de 1978 à 1979. Il se révèle un fou sanguinaire, un mélange d'islamisme et de communisme fou. D'islamisme pas trop d'ailleurs, soyons plus clairs, d'islamisme pas trop, il ne reviendra pas sur les réformes de Daoud et puis du roi, libéralisant notamment le port du voile et notamment les mariages forcés. Mais tout de même, il donne quelques gages, mais surtout, il massacre tellement les opposants que les soviétiques le trouvent trop encombrant. Et en 1979, ils le font tuer et ils envoient un nouveau, plus modéré, qui s'appelle Karmin. Et Karmin, en 1979, en tant que communiste, est censé diriger l'Afghanistan. Ça ne marche pas du tout, en réalité. Les campagnes rurales très islamisées ne veulent pas de ces mécréants. On leur a dit, les communistes méprisent Dieu. Alors pour eux, c'est terminé, puisqu'ils méprisent Dieu, ça ne va pas être possible de s'entendre avec eux. Et donc, le pays rentre dans une phase d'instabilité complète. Les soviétiques craignent de perdre ce pion afghan auquel ils tiennent beaucoup pour des raisons géopolitiques évidentes. Et donc, c'est le grand saut qui se fait en 1979 avec l'invasion soviétique. Les chars passent le grand pont, l'image est restée très célèbre. Ils n'ont aucun mal à remettre la main sur le pouvoir et c'est là où ils installent définitivement le nommé Karman, qui est chargé de mieux contrôler l'Afghanistan, mais avec l'aide de l'armée soviétique. Contrairement à ce que pensaient les soviétiques, de très durs combats vont s'engager. Et pourtant, les soviétiques n'ont pas envoyé n'importe qui. Ils ont envoyé aussi des forces spéciales. Ils ont envoyé dans un premier temps pas énormément d'hommes, mais des hommes aguerris, une armée de métier. Et la guerre a été terrible parce que dès le début, les Afghans n'ont pas accepté cette intervention de la part de mécréants communistes pour qui ils avaient le plus grand mépris. Et donc, très vite, les Moudjahidines, comme on les a appelés, ont lancé le djihad, la guerre sainte, contre les mécréants. Et c'est là qu'apparaît notre vieil ami Oussama Ben Laden. Ben Laden va en Afghanistan. Vous savez que c'est un riche saoudien d'origine qui a déjà organisé des attentats contre les Américains, qui a la haine du grand Satan américain, mais aussi du grand mécréant soviétique. Et lui se dit, c'est l'occasion de lancer un grand djihad. Alors il rejoint l'Afghanistan en 1979. Il le quittera à certaines occasions pour aller organiser le djihad dans les Balkans, notamment en Bosnie. Mais là, il s'installe vraiment en Afghanistan et organise la résistance contre l'envahisseur soviétique. Et qui va aider Ben Laden? Je vous le donne en mille, c'est évidemment
les Américains. Les Américains vont s'appuyer sur ces deux hommes, Ben Laden d'un côté, Massoud de l'autre. Dans un premier temps, d'ailleurs, Massoud sera quelque peu allié avec les talibans. Et puis, pour les raisons ethniques que je vous ai expliquées tout à l'heure, et puis dans le fond, c'est quand même pas exactement, même si Massoud est beaucoup plus islamiste qu'on l'a dit à certains moments, mais ils n'ont quand même pas la même conception du pouvoir avec les amis de Ben Laden. Et donc, les uns comme les autres, les maquis de Massoud comme les maquis de Ben Laden, vont bénéficier d'une aide américaine absolument gigantesque. La CIA est partout en Afghanistan et les livraisons d'armes sont massives et les livraisons d'argent. Massoud comme Ben Laden recevront des millions et des millions de dollars pour acheter des armes, pour acheter les chefs de village, pour acheter les chefs de clan, les chefs de famille, et pour les faire basculer dans le bon camp malgré tous les risques que ça pouvait comporter. Parce que les soviétiques n'est pas des poètes, comme vous en doutez. Et donc, les villages qui avaient été pris à ravitailler les hommes de Massoud ou les hommes de Ben Laden pouvaient être impitoyablement rasés et tous les hommes massacrés. C'était les méthodes soviétiques que l'on connaît bien. Donc tout cela était très risqué et c'était donc un jeu d'une grande violence finalement entre tous ces clans. Et donc les maquis islamistes progressivement prospèrent. Les maquis organisés par Ben Laden prennent une teinte islamiste extrêmement forte, c'est-à-dire que très vite, ils ne se contentent pas de lutter contre les mécréants soviétiques, mais également de tuer les chefs de village qui n'adhéreraient pas. Il faut adhérer non seulement à la résistance contre les soviétiques, mais à la doctrine islamiste. Et donc ces maquis, qui étaient au début armés de vulgaires pétoires, petit à petit s'organisent. Et on bénéficie non seulement de beaucoup d'argent, comme je vous l'ai dit, mais d'armements de plus en plus sophistiqués. Et le tournant de la guerre, ça va être lorsque les Américains vont franchir le pas et vont fournir ces missiles, là que vous voyez sous les yeux. Ça s'appelle des missiles Stinger. C'est eux qui ont renversé le cours de la guerre. Parce que, comme en Syrie, les Soviétiques dominaient la guerre grâce à l'armement, grâce à l'armée de l'air, c'est-à-dire aux hélicoptères et aux avions, et surtout aux hélicoptères. Et tout à coup, les Américains, après avoir longuement hésité, se disent, bon, allez, la seule solution de mettre à bas les Soviétiques, c'est de livrer des missiles Stinger. Et pourquoi ils ont beaucoup hésité? Parce qu'ils se sont dit, mais au fond, un avion de ligne qui vole assez bas pourrait recevoir un jour un missile Stinger. Donc pendant des années, ils n'ont pas voulu faire ça. Et puis finalement, se disant, on va aller jusqu'au bout dans le piège des Soviétiques en Afghanistan, on va aller jusqu'au bout et on va détruire l'armée soviétique, on va détruire les hélicoptères soviétiques. Et plusieurs centaines d'hélicoptères vont être détruits par les soviétiques tout au long de la guerre. Le vent va tourner, la guerre prend une autre dimension. Et en Union soviétique, on s'émeut, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette guerre? On nous a entraînés et où nos jeunes meurent. Vous avez des mères, les mères de Moscou, qui vont tourner, qui n'auront pas peur du régime soviétique parce qu'elles ont perdu un fils ou qu'elles pensent qu'elles vont perdre un fils. Et dans ces cas-là, évidemment, rien ne les arrête. Et donc, feront tous les jours le tour de la place rouge à Moscou pour dire ça suffit, que nos jeunes rentrent à la maison. Nous ne voulons pas que nos jeunes meurent pour l'Afghanistan. Et donc, l'Union soviétique qui commence déjà à s'affaiblir, eh bien, finalement, se dit au bout de plusieurs années de guerre, on commence à se rapprocher de la fin des années 80 et donc de 1989, de la chute du mur, et on précède de peu la chute de l'Union soviétique. Et on peut dire que la guerre en Afghanistan et le désastre afghan pour l'armée soviétique est une des causes directes de la chute de l'Union soviétique. Et donc des centaines et des centaines d'hélicoptères soviétiques sont abattus par ces fameux missiles Stinger. Alors les soviétiques sont, parce que ça n'est plus possible, parce que le mur est tombé, parce qu'on est en 1989, il y a 10 ans de guerre, ils ont eu des milliers et des milliers de morts, sans compter ceux qui reviennent estropiés ou traumatisés. Et donc, les soviétiques trouvent que le prix est trop cher maintenant. En plus, ils n'ont plus d'argent. Et Gorbatchev, qui est arrivé au pouvoir, sent bien que c'est fini pour l'Afghanistan. Il ne sait pas encore que c'est fini pour l'Union soviétique, et ça va venir très vite. Et donc apparaît à ce moment-là un nouveau venu sur la scène. Ben Laden a plus ou moins disparu en 1989. Pourquoi? Parce qu'il est traqué de partout et finalement il a trouvé refuge au Pakistan. Et là, le fameux allié des Américains protège le pire ennemi des Américains. Ça leur apprendra à s'allier avec n'importe qui. Et donc, il y en a un nouveau qui apparaît sur la scène, qui est le Mollah Omar. Un homme très courageux qui a été dans les maquis
contre les soviétiques, qui a perdu un œil, comme vous le voyez, et qui est un islamiste alors pur et dur, un sauvage, on peut le dire, un nombre de meurtres à son actif gigantesque. Et ce Mollah Omar, qui est doué d'une personnalité assez remarquable, eh bien, va unifier les maquis afghans, qu'on commence à appeler les talibans depuis un certain temps, et il va se lancer dans une guerre civile en Afghanistan, profitant du repli soviétique pour prendre le pouvoir. Et progressivement, grâce à l'aide du Pakistan, il va gagner cette guerre. Et c'est pour ça qu'il faut regarder cette carte, non pas la partie droite avec les problèmes en mer de Chine et autres, c'est un autre sujet, mais la partie tout à fait à l'ouest. Vous voyez le Pakistan, qui est contre l'Inde. Et pour comprendre pourquoi le Pakistan s'est autant investi dans cette guerre d'Afghanistan et pourquoi il a fait gagner les talibans. Les talibans qui sont des Pashtuns. Il y a aussi des Pashtuns au Pakistan. Là aussi, il y a une raison ethnique très forte. Et donc, les Pakistanais, vous voyez, leur frontière à l'est est commune avec l'Inde. Et entre les Pakistanais et les Indiens, c'est une haine totale, complète. Au moment de l'indépendance, il y a eu un bain de sang épouvantable qui a fait des millions et des millions de morts lorsque les musulmans ont quitté l'Inde pour rejoindre le Pakistan et lorsque les hindouistes ont quitté le Pakistan pour rejoindre l'Inde. Eh bien, quand les foules se sont croisées, elles se sont exterminées. Les Anglais ont organisé ça avec à la fois un cynisme et une incompétence totale. Et donc, il y a eu des millions et des millions de morts dans cette lutte entre Indiens et Pakistanais. La frontière est solidement gardée par des armées des deux côtés et il y a des incidents quotidiens, notamment dans le Cachemire, que vous voyez au nord, revendiqués par les Pakistanais, puisque le Cachemire est la seule région de l'Inde à être peuplée de musulmans, majoritairement. Pakistanais et Indiens donc se détestent et se redoutent. Et donc pour les Pakistanais, avoir le Cachemire au nord, avoir les Chinois sur lesquels ils ne peuvent guère compter, même si les Chinois n'ont pas de très bonne relation avec l'Inde, enfin tout de même, et avoir l'ennemi indien, et de l'autre côté l'Iran, qui ne sera jamais ami non plus avec le Pakistan, c'est la grande puissance chiite, eh bien, perdre l'Afghanistan est inacceptable, parce qu'à ce moment-là, vous comprenez l'étau dans lequel se retrouve le Pakistan. On ne peut pas être pakistanais, être un dirigeant pakistanais et accepter que l'Afghanistan tombe aux mains de ses ennemis. C'est pour ça que malgré l'alliance américaine, eh bien, on va aider les talibans jusqu'au bout, massivement, totalement. Et donc, cette aide pakistanaise va être décisive pour que les talibans, finalement, gagnent la guerre. Alors là, vous les voyez progressivement. En 1996, donc 7 ans après le retrait des soviétiques, vous voyez, les talibans ont déjà reconquis les 2/3 du territoire. Il reste 2 chefs de guerre, vous le voyez en bleu et en vert, Dostum et Wadat, qui finalement se rendront aux talibans ou s'enfuiront. Et puis vous avez le Massoud, alors qu'il lui ne se rendra jamais. C'est un Tadjik, vous voyez d'ailleurs que le Tadjikistan est juste au-dessus. C'est un Tadjik qui n'acceptera jamais de traiter avec les talibans, même si après le départ des soviétiques, il a fait partie d'un gouvernement avec les talibans. Parce que je vous ai dit, il est beaucoup plus islamiste qu'on ne le croit. Il y a eu des journalistes occidentaux, notamment un homme sympathique, Christophe de Ponfilly, qui avait écrit des livres, qui avait fait des grands reportages sur Massoud, nous le présentant comme un héros extraordinaire. Bon, c'est très touchant, cette amitié qui était réelle d'ailleurs entre Ponfilly et Massoud, mais je suis désolé, les faits sont là. Massoud était aussi un islamiste, mais un ennemi irréductible de Daesh. Donc, ces talibans, finalement, gagnent la guerre. Il ne reste que Massoud à leur résister. Et il est tout là-haut, dans ces vallées du Panjshir, extrêmement compliqué à prendre. Et puis, il a quand même plusieurs milliers d'hommes avec lui. Et prendre ces vallées quand on n'a pas d'aviation, même les soviétiques avec une grande aviation n'y sont pas vraiment arrivés. Alors, on arrive au 11 septembre 2001. Le 11 septembre 2001, donc, les tours jumelles sont détruites par des pilotes qui ont pris le contrôle des avions de ligne. Et ces pilotes sont pour la plupart saoudiens et payés par Ben Laden. Et donc, Ben Laden a fait assassiner Massoud la veille du 11 septembre, ou l'avant-veille, le 9 ou le 10 septembre, pour avoir les mains libres du côté de l'Afghanistan. C'est une opération remarquablement montée avec des faux journalistes tunisiens qui sont arrivés avec une caméra piégée. Depuis, quand une équipe de télévision va interroger quelqu'un dans le monde avec une caméra, les services secrets démontent toujours la caméra. C'est depuis l'attentat contre Massoud du 9 ou du 10 septembre. Donc, Ben Laden, au cours d'une fameuse vidéo, revendique cet assassinat et, juste après, revendique
le 11 septembre. Les Américains vont tomber dans un piège terrible. Ils décident d'aller punir les talibans parce que les talibans ont hébergé pendant des années et des années Ben Laden. Et surtout, même si Ben Laden allait régulièrement se réfugier au Pakistan, l'Afghanistan à ce moment-là est constellé de cellules d'Al-Qaïda. Et donc, Al-Qaïda, donc cette organisation créée par Ben Laden. Et donc, les Américains décident de se venger. 2 ans après, vous vous rappellerez, en 2003, ils envahiront l'Irak, ce qui était une folie, un scandale, parce que l'Irak n'avait strictement rien à voir avec l'histoire. Par contre, les talibans, par le fait qu'ils avaient choisi de faire alliance avec Al-Qaïda, étaient directement ou indirectement responsables. Enfin, on pouvait parfaitement comprendre que les Américains décident de renverser le pouvoir taliban. Ils le font sans aucune difficulté. Ils n'envoient pas beaucoup d'hommes, quelques milliers des forces spéciales, qui renversent ce régime incapable de se battre sérieusement, qui était tout juste bon à assassiner des civils. Mais quand il y a eu des forces spéciales, enfin une force spéciale occidentale en phase 2, ça n'a rien pesé, même pas une heure. Donc, ils renversent le régime taliban. Simplement là, ils commettent une erreur majeure, la même que les soviétiques. Il fallait partir. Pourquoi rester? Ils décident à ce moment-là, ils sont dans la folie des néoconservateurs. Il faut rester déjà pour embêter les Russes. Même si l'Union soviétique est tombée, on va quand même embêter les Russes. Et puis, au fond, on va faire de l'Afghanistan un pion américain. C'est pas idiot. Et puis, c'est le moment où ils sont dans le rêve de faire du monde entier une démocratie occidentale. Et puisque le communisme est mort, c'est le règne maintenant de la démocratie libérale partout dans le monde entier, le mondialisme. Plus qu'un seul régime, le bonheur sur Terre. Simplement, les Afghans ne sont pas du tout d'accord avec ça et ça ne va pas marcher du tout. Et donc, au lieu d'installer un régime qu'ils auraient pu contrôler, ça aurait été plus malin, ils décident d'investir dans une installation complète avec des dizaines de milliers d'hommes qui vont devenir des centaines de milliers d'hommes. Et donc, comme ils n'y arrivent pas, eh bien, à leur tour, comme les soviétiques, mais pire encore, ils vont lancer des bombardements incessants sur l'Afghanistan. Ils vont se faire un nombre d'ennemis inimaginable. Ils vont tuer un nombre de civils invraisemblable, plus que les talibans encore, par leurs bombardements aveugles. Ils n'avaient pas compris, comme si les Français en Algérie avaient bombardé telle ou telle ville parce qu'il y a eu des attentats. Simplement, même si on a été vaincu pour les raisons que vous connaissez, on n'a d'ailleurs pas été vaincu, même si on a choisi de partir, jamais il y a eu des bombardements aveugles de l'armée française en Algérie parce qu'on connaissait le terrain. Là, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Ils connaissent rien et ils bombardent massivement et ils tuent plus de civils que de talibans, déclenchant une haine totale contre eux. Alors, ils vont monter jusqu'à 110 000 hommes. J'ai dit des centaines de milliers d'hommes, pardon. Ils vont monter jusqu'à 110 000 hommes, vous voyez. Ça va être le maximum. Et là, ils se rendent compte qu'ils n'y arrivent pas. Ils ont dépensé des fortunes colossales. Tout ça pour rien, ils n'arrivent à rien. Ils ne contrôlent que la capitale, Kaboul, et encore, et encore. Et donc, petit à petit, ils vont organiser le reflux, le départ de leurs troupes, parce que là aussi, aux États-Unis, quand même, il y a des centaines de morts chaque année. Et donc, là aussi, les Américains disent, mais enfin, ça suffit maintenant, toutes ces guerres. Et puis n'oubliez pas qu'il y a eu le traumatisme de l'Irak, où les Américains ont perdu quasiment aucun homme au moment de l'invasion de l'Irak et du renversement de Saddam Hussein, mais ils en ont perdu plusieurs milliers après par une occupation absurde. Et là, c'est exactement pareil. Renverser le régime des talibans, personne ne va pleurer, mais occuper l'Afghanistan comme ils l'ont fait, absurde. Et donc, avec des régimes, le régime d'Hamid Karzai notamment, largement connu dans le monde entier pour être d'une corruption totale, totale. Alors bien sûr, les Afghans vivaient relativement librement. Les jeunes filles pouvaient de nouveau aller à l'université, les femmes pouvaient de nouveau exercer des professions. Pas question, par contre, de dévoiler ça. Alors là, c'était fini, définitivement terminé. Depuis Mohamed Daoud, l'affaire est, enfin depuis le retrait des Soviétiques, l'affaire était entendue. Toutes les Afghanes devaient être voilées dans la rue. Mais enfin, tout de même, il y avait un nouveau vent de liberté qui soufflait un petit peu dans les grandes villes. Mais dans les campagnes, rien n'avait changé. L'islamisme régnait toujours, très fortement. Et donc, petit à petit, les Américains se disent, on n'y arrive pas, on se replie. Les Français, qui vont perdre une centaine d'hommes dans cette histoire, vont se replier avant, et finalement tous les pays occidentaux vont se replier les uns après les autres, reprochant vivement aux Américains d'avoir finalement une stratégie parfaitement incomplète.
Et donc, ce reflux s'organise progressivement à partir de 2012, 2013, 2014. Et en 2020, on peut considérer qu'il y a le strict minimum vital. Et c'est là où nous arrivons aux événements de l'été dernier. Trump avait dit, qu'est-ce qu'on a à faire là-bas? Il est temps qu'on se retire. Et donc, il avait commencé à organiser le retrait. Il avait commencé à rapatrier plusieurs milliers d'hommes, tout en gardant le contrôle de l'aéroport de Kaboul, tout en gardant le contrôle de Kaboul elle-même. Et il restait quelques milliers d'hommes sur place, le strict nécessaire, mais c'était les forces spéciales. Il n'y avait absolument pas à craindre de perdre la main au cours de ces événements. Et puis, Trump est battu dans des conditions que vous savez, et Biden arrive. Et là, à la stupéfaction mondiale, à la stupéfaction des Américains, les premiers qui en sont ressortis profondément humiliés, les Américains décident de partir avec une brutalité invraisemblable. Ils se sont totalement trompés. Leurs services secrets se sont totalement trompés. Ils ont dit à Biden, le Pentagone a dit à Biden, et la CIA a dit à Biden, eh bien, si on se retire, l'armée afghane tiendra 2 ans. Allez, après, probablement pas. Mais 2 ans, c'est jouable. Exactement comme au Vietnam. Rappelez-vous, les Américains sortirent en 73 et la CIA, le Pentagone, etc., disent à Kissinger et au président, eh bien, l'armée sud-vietnamienne va durer 2 ans. Alors, on dirait que c'est un cynisme épouvantable, mais le fait est que ça a duré 2 ans. Et la panique de 1975, avec ces derniers hélicoptères, des derniers soldats américains symboliques qui quittent Saïgon, mais c'est 2 ans après. L'Afghanistan, l'erreur est totale. C'est pas 2 ans. Ça a été même pas 6 mois. Et au fur et à mesure qu'on lisait les journaux cet été, on se disait, mais ça fait combien de temps? Ça fait 1 mois, 15 jours, 8 jours. Tout s'est effondré. Tout. Ce qui prouve à quel point c'était un invraisemblable château de cartes. En réalité, les Américains comme les Soviétiques n'ont rien compris à l'Afghanistan, qui est extraordinairement difficile à comprendre. Quand on lit des livres sur l'histoire de l'Afghanistan, déjà c'est un peu compliqué, mais également sur l'organisation politique afghane, c'est invraisemblable. Il faut être né là-bas pour comprendre vraiment. Et donc, vous avez des imbrications, comme je vous l'ai dit, d'ethnie, pas de religion, parce qu'ils ont tous la même, mais d'ethnie, de clans, de familles, de métiers, de trafiquants, de pas de trafiquants, le trafiquant qu'il était, qu'il est plus, qui devient commerçant, et puis qui change, et qui change de vallée, qui change de village, et puis l'imam qui change. Tout ça, il faut être du coin pour comprendre, comme souvent d'ailleurs, au fond. Pour un étranger, la France, ça peut paraître extraordinairement compliqué. Et je me rappelle d'un papier d'un journaliste américain qui parlait des Gilets jaunes en disant mais comment une chose pareille est possible? Mais nous, on sait qu'une chose pareille est possible. On a été peut-être un peu surpris de l'ampleur, mais sociologiquement, on a bien compris de quoi il retournait. Eh bien, en Afghanistan, il fallait s'appuyer beaucoup plus sur des éléments, non pas seulement les bourgeois, entre guillemets, de Kaboul, mais également les chefs de village. Il fallait choisir une fois pour toutes si on réprimait les trafics ou pas. Ils n'ont jamais su choisir. À un moment donné, ils réprimaient, à d'autres moments, ils encourageaient parce qu'ils avaient traité avec certains chefs trafiquants qui avaient plusieurs centaines d'hommes sous leurs ordres. Et donc tout ça, à l'arrivée, vous aviez une espèce de château de cartes complètement artificiel où les Américains pensaient qu'ils avaient finalement beaucoup plus d'hommes qu'ils ne pensaient avec eux. Mais c'est pas vrai. Une fois que les Américains sont partis, ils sont tous rentrés chez eux, à quelques exceptions près. Vous avez les forces spéciales afghanes qui se sont défendues courageusement, mais c'était à peine quelques centaines d'hommes, vous imaginez, par rapport à la marée des talibans. Et donc, ils sont tous morts d'ailleurs. Et puis ensuite, eh bien, chacun n'a pensé qu'à s'enfuir. Et vous avez peut-être vu ces images à la télévision au mois d'août de ce dernier avion américain qui veut s'en aller, de l'US Air Force, et ces pauvres Afghans qui ont été compromis par la présence américaine et qui, pour beaucoup, vont se faire égorger dans les jours qui suivent. Et ils le savent très bien parce que les talibans n'ont tenu aucune promesse. Parce qu'ils avaient dit, on a fait semblant de les croire, Biden le premier, il avait dit qu'il n'y aurait pas de répression. Et on sait aujourd'hui, même si elle est relativement silencieuse, que la répression est impitoyable et que dès qu'on peut, dans un village, égorger quelqu'un qui a traité avec les Américains, il est égorgé. Et donc là, vous voyez, c'est malheureux
qui vont s'accrocher aux ailes. Il y en a, l'avion va décoller, il y en a même qui seront encore accrochés aux ailes, qui vont tomber de plusieurs centaines de mètres de hauteur. Et donc, cette image est la honte de l'Amérique. Et d'ailleurs, Bob Biden a beaucoup de mal à s'en remettre. Sa cote de popularité s'est effondrée. Bon, on savait qu'il était gâteux. Hein, ça, les journalistes américains faisaient semblant de ne pas le savoir, tellement leur haine de Trump faisait qu'ils se sont livrés à une gigantesque opération de désinformation. Mais tout le monde savait que Biden était quand même un peu gâteux, il a du mal à suivre. À certains discours, il tient des propos totalement incohérents, et même les journalistes américains de gauche, comme ceux du Wall Street Journal, du New York Times, ou pire, du Washington Post, le disent, on a un problème. Et ils se demandent qui ils vont envoyer dans 3 ans pour éviter le retour de Trump. Ça va être très, très distrayant. Et donc, en attendant, ce retrait a été la honte de l'Amérique, et qui plus est, pour tous les pays voisins, mais ils se sont tous posé la question, l'alliance américaine est-elle fiable? Peut-on faire confiance à cet allié qui s'en va du jour au lendemain et donne le pouvoir finalement à ses pires ennemis, les talibans? Cerise sur le gâteau, le dernier jour ou l'avant-dernier, au moment de l'évacuation, Daesh arrive à provoquer un attentat, que les talibans évidemment n'avaient aucun intérêt à provoquer un attentat. Ils voyaient avec délectation les Américains s'en aller. Et donc Daesh pose une bombe, 14 soldats américains sont tués. Ce sont les derniers, vous les voyez là, et c'est l'humiliation jusqu'au bout. C'est-à-dire que Biden avait dit qu'il évacuerait l'Afghanistan parce qu'il ne voulait plus qu'un Américain meure, et il y en a 14 qui meurent le dernier jour. Tout est raté dans cette affaire. Tout. Alors la vie reprend en Afghanistan. Donc comme je vous l'ai dit, les talibans égorgent gentiment. Les femmes qui se promènent dans la rue sans foulard, parce qu'il y en avait quand même quelques-unes qui se promenaient sans foulard, se font fouetter par la nouvelle police de la vertu, comme à Téhéran. Ça, de ce point de vue-là, les chiites et les sunnites n'ont rien à s'envier mutuellement. Et vous voyez là ces sympathiques islamistes en train de ramasser le pavot pour relancer la bonne vieille culture qui permet à l'Afghanistan de bénéficier de devises et surtout à des chefs de clan de gagner énormément d'argent. Et toutes les filières sont maintenant rouvertes vers le Pakistan, vers tous les stans du Nord, Tadjikistan, Ouzbékistan, Turkménistan, et même vers l'Iran. Alors évidemment, ce sont des filières extrêmement risquées, et vous en avez des tas qui se font assassiner, mais qui assassinent également. Mais enfin bref, la vie a repris, et donc l'Afghanistan est redevenu la plaque tournante mondiale de la drogue. Alors les talibans, eux, ils sont bien contents. Ils ont gagné la guerre, qu'ils n'auraient jamais gagné si les Américains s'y étaient pris autrement. Mais de même que les Soviétiques s'étaient retirés, mais les Soviétiques, je puis dire, avaient une excuse, c'est que leur régime était en train de s'effondrer. Les Américains, ce n'était pas du tout le cas. Alors pourquoi ont-ils fait ça? Pourquoi? Quand même, c'est la réponse. Parce que maintenant, je vous ai répondu dès le début à la première question, l'Afghanistan, tombeau des empires? Non, tombeau des empires quand les empires font n'importe quoi, mais pas du tout tombeau de l'empire moghol, ni des hordes mongoles de Gengis Khan, ni même des Anglais à certains moments. Non, donc l'Afghanistan n'est pas le cimetière des empires. Mais alors pourquoi être parti comme ça? Pourquoi ne pas avoir organisé une passation plus douce, en gardant, après tout, 3 ou 4 000 hommes des forces spéciales? C'était pas très compliqué, une aviation pas loin, tout ça était parfaitement gérable, jouable. En réalité, parce que les Américains sont en train de multiplier les erreurs pour une seule raison, la Chine. Il ne faut pas se faire dépasser par la Chine. C'est leur obsession. Vous vous rappelez, dans les années Trump, Trump avait, au bout d'un moment, après avoir un peu examiné la situation, certains ont dit que sa culture générale géopolitique était égale à 0. C'est pas un homme d'une grande culture générale, ça c'est entendu. Mais par contre, il avait un instinct politique très fort. D'ailleurs, il ne serait pas devenu président s'il n'avait pas un instinct politique très fort. Et lui a bien compris à un moment donné, Barack Obama l'avait dit avant lui, c'est d'ailleurs très intéressant de voir qu'en politique extérieure, contrairement à la politique intérieure, que ce soit Obama, que ce soit Trump, que ce soit Biden, l'objectif est le même. Que l'Amérique, America First, que l'Amérique reste la première, qu'elle soit prioritaire, America First, mais qu'elle reste aussi la première dans le monde. Obama avait été le premier à tirer la sonnette d'alarme sur la montée en puissance de la Chine. Je pense que ce sont les Américains qui l'ont fait rentrer dans l'OMC. Et Trump, lui, avait monté d'un cran. Donc, il avait déclenché toute une série de barrières douanières, de guerres commerciales contre les Chinois.
Et il avait dit clairement, il n'est pas question que la Chine dépasse l'Amérique. Aujourd'hui, la Chine est la deuxième puissance économique du monde et ils ont bien pour objectif de devenir la première à la place de l'Amérique. Les Américains ne veulent pas de ça. Et donc, Biden a été convaincu par des conseillers, mais aussi par lui-même, et aussi par l'évolution des choses, que finalement, l'Amérique perdait son temps au Proche-Orient et en Asie centrale. Il ne faut pas leur donner tout à fait tort. On aurait préféré qu'ils évacuent aussi l'Irak et surtout la Syrie, qu'ils occupent impudemment et illégalement depuis des années et des années. Mais ce retrait brutal d'Afghanistan correspond à une sorte de recentrage. Il faut se concentrer sur la Chine. Et tout le reste, finalement, n'est que billevesé. L'Afghanistan, on a perdu notre temps là-bas. Et puis après tout, si les talibans prennent le pouvoir, qu'est-ce que ça peut bien nous faire? On est dans le cynisme américain total qui en fait réfléchir certains. L'Amérique est-elle fiable? Alors en attendant, les Russes, eux, vous en doutez, ils ont un léger sourire ironique au coin des lèvres sur le thème tiens, les Américains nous ont tendu un piège terrible avec l'Afghanistan. Nous, on n'y est pour rien dans leur départ, et ça c'est vrai qu'à aucun moment les Russes n'ont discuté. Ils ont un peu discuté avec les talibans, mais à aucun moment ils les ont aidés. Et puis il y en a d'autres qui regardent l'histoire avec grand intérêt, ce sont les Chinois. Justement, c'est ça qui est inconcevable dans cette histoire. C'est que les Chinois, vous l'avez vu, ils ont une toute petite frontière commune avec les talibans. Et en plus, c'est la frontière des Ouïghours, les fameux musulmans, dont beaucoup d'islamistes chinois. Et les talibans ont bien dit pendant toute cette période-là aux Chinois, ne vous inquiétez pas, on ne va pas aider les Ouïghours, jamais, 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 ça ne nous intéresse pas, ce ne sont pas nos amis, jamais, jamais. Et donc, au plus fort des événements, au début de l'été, eh bien, une délégation talibane a été reçue à Pékin, et très bien accueillie par Pékin. Et la Russie, discrètement, a laissé ouverte son ambassade, comme les Turcs. Et ce sont les trois puissances qui espèrent bien tirer les marrons du feu. Ce néo-sultan horrible, Erdogan, avec une obsession, c'est d'essayer de se rapprocher de toutes ces peuplades qui sont finalement turkmènes et musulmanes sunnites comme lui. Et donc, lui, il veut progressivement pousser ses pions vers l'Est. La Russie, évidemment, est tout près de l'Afghanistan, et puis c'est toujours quand même une très vieille préoccupation géopolitique. Et les Chinois, ils sont encore plus près. Ils sont frontaliers, même si c'est une frontière très artificielle et minuscule. Ils sont quand même frontaliers. Et donc, ces trois pays regardent avec beaucoup d'intérêt le départ américain, et le départ américain, de ce point de vue-là, est une folie et une erreur majeure. Alors aujourd'hui, eh bien, 1000 milliards de dollars plus tard, parce que le chiffre a été donné par un sénateur américain qui a dit, j'ai fait les comptes, nous avons en Afghanistan dépensé 1000 milliards de dollars. Et un autre sénateur, quelques semaines après, a dit, je ne suis pas d'accord, je pense que c'est nettement plus. Alors on ne le saura jamais tout à fait, parce que tout ça est évidemment couvert par le secret défense, et puis la CIA n'est pas du genre à publier ses comptes, ce qui est quand même un peu normal. Et donc là, vous voyez, dans le palais présidentiel, ces talibans qui ont pris le pouvoir et qui s'installent. Il y a un tableau d'ailleurs très curieux derrière, quelqu'un qui ressemble au Christ, mais comme vous êtes dans un pays totalement musulman, ça n'est évidemment pas le Christ, mais je me demande bien qui c'est. Si quelqu'un a la réponse, ça m'intéresse, je ne l'ai pas trouvé. Quoi qu'il en soit, ils sont maintenant bien installés. Comme je vous l'ai dit, ils se livrent à une épuration impitoyable et on ne voit pas bien aujourd'hui, à part une crise économique épouvantable, et c'est bien parti pour, parce que la faim commence à se faire sentir dans beaucoup de régions afghanes. Les talibans sont des incapables. Ils sont incapables de gérer un pays. Donc, il n'est évidemment pas question que les Russes reviennent, mais militairement en tout cas. Mais il n'est pas exclu que progressivement, les Chinois, les Turcs, les Russes, chacun concurrent de l'autre, même si les Russes et les Chinois se sont rapprochés, ça reste des concurrents dans ces cas-là. Et puis que petit à petit, eh bien, ils arrivent non pas à contrôler l'Afghanistan, mais une partie. Ce sera très intéressant à voir dans les semaines et surtout les mois qui viennent, voir comment évolue ce régime afghan. En attendant, c'est une défaite très lourde pour l'Amérique, et le plus étrange, c'est que c'est une défaite volontaire. Mais comme vous savez, c'est souvent le cas des défaites des pays occidentaux quelque peu décadents que nous sommes devenus. Voilà, je vous remercie. J'espère que vous avez été intéressé par ce pays étrange qui est l'Afghanistan. Et bien évidemment, s'il y a des questions, je suis à votre disposition. Et il y en a.
Il y en a. Monsieur, pourquoi les Américains n'ont-ils pas envisagé de favoriser une restauration monarchique pour tenter de déstabiliser ce pays après le reniement de Karzai sur cette question qu'il avait de mémoire promis? Bravo, monsieur, c'est une excellente question. Eh bien, les Américains, figurez-vous, y ont réfléchi. Parce qu'en effet, je vous ai dit que ce roi avait été relativement populaire. Il avait été extrêmement prudent. D'accord, il s'était mis à dos toute une bande d'islamistes parce qu'il avait libéré et la parole et l'action et les métiers et les vêtements pour les femmes. Donc beaucoup d'islamistes lui en voulaient. Mais tout de même, c'était un roi, comment dire, qui était bon. Ça arrive, des rois bons, bah lui était bon. Et ça arrive plus souvent que d'autres d'ailleurs. Et donc, ce roi populaire, ils auraient très bien pu, en effet, organiser son retour. Et lui-même était retourné en Afghanistan, mais n'a postulé à rien. Il attendait éventuellement. Mais figurez-vous que les Américains ont discuté entre eux pour savoir si l'option monarchiste pouvait être envisagée. Eh bien, leur réponse est stupéfiante. Ils se sont dit, c'est pas possible. Nous, on est la terre de la démocratie et de la République. On va quand même pas mettre un roi au pouvoir. Et c'est pour cette raison, purement idéologique, qu'ils n'ont pas envisagé de remettre le roi sur le trône. C'est pour cette raison purement idéologique. Alors, le roi, de quelle ethnie est sunnite ou chiite? Alors, le roi était sunnite. Jamais il y a eu de chiite au pouvoir en Afghanistan et il était, je crois, j'espère que je ne me trompe pas, mais il me semble bien qu'il était de l'ethnie Pashtun. Mais je vérifierai parce qu'en effet, je ne suis pas complètement sûr à 100%. En tout cas, il est sunnite parce qu'il n'est pas possible dans ce pays qu'il y ait d'autres religions que la religion sunnite. Les chiites pèsent 10% et comme vous le savez, ils sont largement persécutés. Donc voilà, eh bien, écoutez, il y avait ces deux questions-là. Bon, écoutez, j'espère que ça vous a intéressé. Je crois que dans 15 jours, nous avons notre deuxième conférence sur l'Égypte, où là, je ne pose pas une question, je dis l'Égypte ou l'islamisme vaincu. C'est une affirmation temporaire peut-être, mais c'est une affirmation. L'Égypte a vaincu l'islamisme et nous allons voir comment dans 15 jours. Merci beaucoup de votre fidélité et à dans 15 jours.